Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de la Galilée, dans un endroit surprenant, dans la mystérieuse cité des morts, appelée Beit Shearim. Pourquoi une petite ville de Galilée avait-elle besoin de gigantesques murailles et d'immenses portes pour défendre la ville ? Et pourquoi des personnes de différentes régions du monde antique venaient-elles se faire enterrer ici? Quels mystères et secrets cette ville renferme-t-elle? Alors, si vous êtes prêts, commençons. La ville de Beit Shearim a été construite il y a un peu plus de 2000 ans, à l'époque du roi Hérode, et elle est très importante, et pour cette raison, elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Beit Shearim signifie la maison des portes. C'est parce qu'il y avait probablement de grandes portes ici dans la ville, ainsi que de grandes murailles. D'ailleurs, l'une de ces portes a déjà été retrouvée lors des fouilles archéologiques de 2015, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps. Nous connaissons aussi la ville par son nom grec, Byssara. Et le premier à appeler la ville Byssara est Flavius Joseph, un grand historien qui a vécu à l'époque romaine. Et bien que Beit Shearim soit une ville relativement petite, elle va devenir la plus grande nécropole de tout Israël. Nécropole signifie la ville des morts et c'est l'une des plus denses de tout l'Empire romain. Des gens du monde entier venaient être enterrés ici et l'une des entrées vers ce monde des morts se fait par cette porte. Et c'est là que nous allons maintenant pour découvrir certains des secrets de cette ville. Et je trouve Beit Harim un endroit tellement incroyable, mais en même temps, je suis surprise qu'il soit si peu connu. Et déjà ici, dès l'entrée, on peut voir les sarcophages et les sépulcres qui commencent à se disperser. Et vous allez être impressionnés par la taille de cette ville souterraine. C'est un véritable labyrinthe. Et maintenant, on voit la première des 30 catacombes. Vous dites que tout ceci, c'est une seule catacombe? Et il y en a 30 qui ont déjà été découvertes et probablement plusieurs autres qui seront encore découvertes. Des Juifs du monde entier de l'Antiquité étaient amenés ici pour être enterrés. Et c'est pourquoi on voit des inscriptions en araméen, en hébreu, en grec, en palmyrénien. Et grâce à cela, nous savons d'où venaient les personnes. Il y a des gens ici qui ont vécu à Tyr, à Sidon, à Beyrouth, qui se trouvent aujourd'hui au Liban, à Antioche, qui fait aujourd'hui partie de la Turquie. Palmyre, en Syrie, ainsi que des endroits qui se trouvent aujourd'hui en Jordanie, en Irak et même au Yémen. Mais une chose que toutes ces personnes avaient en commun, c'est qu'elles étaient toutes juives. Et on peut aussi le voir grâce à cette menorah représentée ici dans cette grotte, ainsi que par d'autres symboles juifs que l'on trouve sur place. Une partie d'entre eux étant des juifs d'Israël et d'autres étaient ce que l'on appelle des juifs de la diaspora, des juifs vivant dans d'autres régions du monde. Et cela était très courant depuis les temps anciens et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des Juifs qui vivent en dehors d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et à cette époque, il y avait de grandes communautés dans des endroits qui sont aujourd'hui la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Égypte et aussi dans certaines parties de l'Empire romain. Et beaucoup de ces Juifs qui étaient amenés de la diaspora pour être enterrés ici apportaient aussi avec eux des symboles et des éléments des pays où ils vivaient, qui peuvent parfois être un peu différents, ou même, on peut dire, douteux par rapport à la culture juive. Un exemple, c'est ce sarcophage ici, si beau, mais qui a sur le dessus la représentation d'un taureau et en dessous celle d'un oiseau, d'un aigle. L'aigle qui souvent était aussi associé à l'Empire romain lui-même.
Et ici, encore un exemple de décoration d'un sarcophage. On voit ici 2 lions. La ville avait de grandes murailles, mais malheureusement, cela ne suffira pas, car ce cimetière sera pillé au fil de l'histoire. Regardez, c'est intéressant que les sépulcres soient brisés, plus ou moins tous au même endroit. Ici, du côté où se trouvait probablement la tête de la personne. Ici aussi, un petit trou à côté de l'endroit où se trouvait la tête de la personne. Si vous regardez, presque tous sont brisés ainsi. Pourquoi? Parce qu'autrefois, souvent, les païens mettaient des pièces sous la langue. C'était pour payer leur entrée dans le monde souterrain, selon la culture gréco-romaine. Mais ici, c'est un cimetière juif. Les gens ne mettaient pas de pièces sous la langue, mais les pilleurs ne le savaient probablement pas et venaient casser pour prendre ces pièces. Et oui, les personnes ici ont été enterrées, parfois avec des bijoux, parfois avec des objets importants, et la plupart des sépulcres ici, malheureusement, ont été pillés. Certains ont été retrouvés intacts. Beit Shearim sera détruite et abandonnée au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, les choses les plus récentes que vous voyez ici ont au moins 1600 ans. Et cet endroit ne sera redécouvert qu'en 1871. Donc, malheureusement, les seules personnes qui sont passées ici pendant des siècles étaient en réalité les pilleurs de tombes. Mais, en plus de cette partie souterraine gigantesque et colossale, il y a aussi une petite ville des vivants, une partie extérieure également d'une superficie totale de 10 hectares. Et en plus des maisons, on a trouvé ici une synagogue, il y avait une petite industrie d'huile d'olive, on a trouvé une maison d'études, des bâtiments publics et, bien sûr, les murailles et les portes. Mais la taille et l'importance de la ville n'expliquent pas pourquoi tant de gens voulaient être enterrés ici. Encore plus de gens venaient de très loin pour être enterrés ici. Et pour comprendre cela, nous allons remonter dans le temps, il y a 2000 ans, et découvrir une autre catacombe. L'un des moments les plus tragiques et les plus traumatisants pour le peuple d'Israël a été la destruction du deuxième temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Jusque-là, le cœur et le centre du peuple d'Israël et du judaïsme se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Et soudainement, les Romains détruisent le temple. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, le centre juif passe de la Judée, de Jérusalem à la Galilée. Et au IIe siècle, naît un rabbin appelé Rabbi Yehuda Hanassi, le rabbin Yehuda, le prince. On l'appelait le prince parce qu'il était un descendant du roi David lui-même. Et il va vivre ici à Beit Shearim, et Beit Shearim va devenir en pratique le cœur du monde juif. Et c'est ici qu'il va écrire la Mishnah, qui rassemble les traditions orales, la Torah orale, et commence à les mettre par écrit. Et pour cette raison, le rabbin Yehuda Hanassi va devenir la personne la plus importante du peuple d'Israël à son époque. De plus, comme mentionné, il est un descendant du roi David. Et il sera enterré ici à Beit Shari, justement à l'intérieur de cette grotte. Entrons et découvrons cet endroit. Comme vous pouvez le voir, l'entrée est vraiment étroite. De nos jours, il est même difficile de comprendre à quel point le rabbin Yehuda Hanassi était important. Il était le leader politique, religieux et spirituel. Et aussi le chef du Sanhédrin, qui était une cour rabbinique, et ils étaient les juges du peuple d'Israël.
Le Sanhédrin se trouvait à l'origine à Jérusalem, mais avec la destruction du temple, ils passent aussi par la Galilée et, à cause du rabbin Juda, ils viennent spécifiquement ici, dans la ville de Beit Shearim. Et ici, devant nous, on peut déjà voir le tombeau du rabbin Juda Hanassi. Et vous pouvez voir que, malgré son importance, le tombeau est beaucoup plus simple que les autres que nous avons vus. Le fait que le rabbin Juda Hanassi soit enterré ici, aux côtés d'autres rabbins importants, explique peut-être pourquoi des personnes venant de lieux si lointains demandaient aussi à être enterrées ici. Et aussi parce que les Romains avaient interdit l'enterrement juif à Jérusalem et sur le mont des Oliviers, beaucoup ont dû chercher un autre endroit pour être enterrés. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi. Des grandes murailles et des grandes portes, après tout, un cimetière n'a pas besoin d'autant de protection. Qu'y avait-il d'autre ici dans la ville qui justifiait un tel investissement dans des murailles et des portes? Et la réponse à ce mystère se trouve peut-être dans ce bloc ici. Ce que vous voyez, les amis, ce n'est pas de la pierre. Ceci est un bloc de 9 tonnes de verre. Oui, ceci est du verre, les amis. Alors, comment produit-on un verre aussi gigantesque? Ils ont utilisé cette grotte comme un immense four. Ils ont dû brûler 10 tonnes de matière première pour atteindre une température de 1050 degrés pendant 5 à 10 jours. Maintenant, lorsqu'ils ont produit ce verre, il y a eu un petit problème. Soit le mélange des matériaux était incorrect, soit la matière provenant de la grotte elle-même a influencé la structure de ce verre. Et à cause de cela, il a fini par avoir cette couleur opaque et non transparente. Alors, ils ont décidé de l'abandonner et de le refaire ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans un bloc de verre? D'abord, comme vous l'avez vu, fabriquer un tel verre n'est pas du tout simple, mais le verre était considéré comme un luxe dans le monde antique. Seules les personnes les plus riches pouvaient se permettre d'en acheter. Et il était utilisé pour de petits objets, parfois dans des bijoux, dans des flacons de parfum, mais ce n'était pas quelque chose de simple à produire. Et les rares personnes qui connaissaient le secret de la fabrication du verre dans le monde antique, eh bien, elles vivaient très bien. On peut dire que ce secret valait plus que le verre précieux lui-même. En plus de l'usine de verre qui a été trouvée ici et de ce bloc de 9 tonnes qui a mal tourné, on a aussi trouvé des pièces de verre complètes et parfaites. Regardez ces petits pots en verre ici. Quelle merveille ils sont! Ils sont originaux, les amis, de l'époque romaine. Et à cette époque, ils coûtaient une fortune. Et l'un des endroits où l'on a peut-être utilisé du verre, c'est dans le temple de Salomon lui-même, il y a 3000 ans. Antérieur même à la ville de Beit Shearim, comme il est écrit dans le premier livre des rois, 6, verset 4. Haloni shkufim atumim, ce qui signifie fenêtre transparente, et atumim peut vouloir dire imperméable ou opaque. Mais haloni shkufim, fenêtre transparente, fait probablement référence à des fenêtres avec du verre. Donc, la richesse que ces murailles et ces portes voulaient probablement protéger n'était ni l'or, ni l'argent, ni le cimetière. C'était le verre. Et plus que le verre lui-même, oui, c'était le secret de la fabrication du verre. Mais ce n'est qu'une théorie. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez que les murailles protégeaient ici? Et maintenant, nous allons sortir des souterrains de Beit Shearim. J'espère que vous avez aimé découvrir un peu cette ville si différente et mystérieuse.
Si vous voulez plus de vidéos directement d'Israël, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve à la prochaine.